C'est le bilan de l'effondrement d'une dalle à Pékin, donc au quartier rue 10. La maison était dans un état de dégradation avancée. Les autorités municipales soutiennent avoir sommé les occupants de quitter le bâtiment qui devait être démoli. Abdoulaye Wanyanga. 2 morts, 2 blessés, dont un dans un état grave. C'est le bilan de l'effondrement d'une dalle qui s'est produit à Pékin, rue 10. Un accident qui a plongé les populations du quartier Diacksao-Fass dans la douleur et la consternation. Il y a eu 2 morts et 2 blessés, dont un grave qui se trouve à l'hôpital présentement. La dalle s'est effondrée vers les coups de 6 heures comme ça, 6 heures du matin. La famille des victimes est sous le choc. Elle est profondément affectée par le sinistre qui vient de la frapper. Cet effondrement remet au goût du jour la question des bâtiments qui menacent ruine, d'où l'appel lancé par le maire de la commune de Pékin Nord pour que des mesures soient prises afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent. J'interpelle donc tous les ministres concernés, le ministre de l'Action sociale, le ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat, la protection civile, les autorités déconcentrées et les autorités décentralisées que nous sommes tous ensemble, montrer véritablement quand il y a catastrophe, l'État du Sénégal est là pour venir à leur secours. Je crois que c'est ce sentiment que j'ai, c'est ce cri de cœur que j'ai. Il m'est arrivé de fermer beaucoup de bâtiments. Parfois, c'est des gens qui ont les moyens. Parfois, c'était des locataires qui relouent. Mais eux, cette maison les appartient. Il faut également signaler qu'hormis la perte des vies humaines enregistrées à la suite de ce drame, d'importants dégâts matériels ont été notés lors de cet effondrement d'une dalle à Pékin. Incendie au quartier Médina, une maison abritant un dépôt de produits chimiques a pris feu ce jeudi vers 12 h. Il n'y a aucune perte en vie humaine, mais les propriétaires soulignent que les dégâts matériels sont pour l'heure inestimables. Ousmane Ba. Les dégâts sont inestimables. Le feu a tout ravagé sur son passage. Le bâtiment abritait un entrepôt de produits chimiques, des lits, des armoires, des télévisions. Rien n'a été épargné. Toutefois, il n'y a pas de perte en vie humaine. Témoins et sapeurs-pompiers reviennent sur le déroulement des faits. Aujourd'hui, vers 12h55, les sapeurs-pompiers ont été alertés donc pour un feu d'habitation. On s'est présenté à 13h03. À l'arrivée sur les lieux donc, de l'intervention, nous avons été confrontés par un très violent feu de 0,4 cantines, 2 chambres et un grand salon, impliquant des produits chimiques liés à la teinture. Cet incendie est douloureux et nous a causé beaucoup de dégâts. Dans cette maison, il y avait un dépôt de produits chimiques et avec cette chaleur, il est facile d'avoir des incendies. Tout est brûlé, mais on ne peut rien faire contre la volonté divine. Ce lieutenant de la brigade des sapeurs-pompiers confie que toutes les dispositions ont été prises pour limiter les dégâts. La brigade nationale des sapeurs-pompiers a engagé 4 camions d'incendie, dont 01 citerne grande capacité porteur d'eau, une ambulance et 5 véhicules de commandement. Malgré la violence et la délicatesse donc du feu, nous avons pu très rapidement maîtriser puis éteindre le feu au bout de 52 minutes. Cet incendie a plongé cette famille dans l'angoisse et le désarroi. Aujourd'hui, ses membres interpellent les autorités et les bonnes volontés afin qu'elles leur viennent en aide. Les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal depuis 1989 exigent de meilleures conditions de vie. En sit-in ce jeudi devant le Haut Conseil, donc les locaux du Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés, ils exigent la délivrance de cartes d'identité pour réfugiés et interpellent également les autorités du pays pour que des solutions soient trouvées à leurs problèmes. Suivant les explications de Abdourahmane Sarr, il est le président de l'Union pour la solidarité et l'entraide des réfugiés mauritaniens. Nous sommes venus ici depuis 1989. Imaginez jusqu'au nos jours, on n'arrive même pas à avoir des cartes d'identité qui pourraient nous bénéficier à nos droits. On ne peut pas retirer
notre argent, si on nous a envoyé nos chèques, on ne peut pas avoir du travail, on ne peut aller nulle part. On n'a pas de l'accès nulle part. Nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Sortez-nous de la prison. La situation est très difficile. Les malades ne sont pas soignés, nous ne sommes pas assistés. Nous demandons vraiment les autorités du Sénégal, s'ils ne peuvent pas nous garder dans leur pays, qu'ils au moins donnent la liberté de nous remettre dans des mains des autres pays qui veulent nous réinstaller. Vraiment, c'est ce que nous attendons, qu'ils nous amènent dans d'autres pays. Il y a beaucoup de demandeurs. Il y a beaucoup de demandeurs qui ont besoin de nous. Et alors qu'il y a une décennie, ils n'arrivent même pas à nous situer notre sort. Le président de Horizon Sans Frontières dénonce la politique migratoire de l'État du Sénégal. Boubacar Seye estime que les Sénégalais de l'étranger, notamment ceux qui ont des problèmes avec la justice, ne bénéficient d'aucune assistance. Pour lui, l'État doit démanteler les réseaux de trafiquants des migrants. Plus de détails avec Code Ndjaye. Horizon Sans Frontières et Djoubanti Sénégal se disent préoccupés par la situation des Sénégalais de l'extérieur. Le président de Horizon Sans Frontières dénonce la politique migratoire de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, l'immigration est en train d'écrire des pages les plus noires de son histoire dans ce pays, à travers des drames qui se succèdent et se répètent en Méditerranée, à travers des assassinats de ressortissants sénégalais aujourd'hui qui ont maillé à partir avec la justice dans les pays d'accueil, dont le cas Mbayang Diop et bien d'autres cas, parce que je rappelle que les prisons étrangères regorgent de Sénégalais, malheureusement sans aucune assistance spécifique. Sur le cas Mbayang Diop, Boubacar Seye souligne qu'une forte délégation de l'État du Sénégal auprès de la famille de la victime pourrait contribuer à un dénouement heureux de cette affaire. À mon humble avis, l'État devrait déployer une délégation en Arabie Saoudite chez la famille de la victime. Cela pourrait soulager la famille et apporter un dénouement heureux à cette affaire Mbayang Diop. Horizon Sans Frontières et Djoubanti Sénégal ont d'ailleurs adressé une lettre au chef de l'État. Ils invitent l'État à traquer et à démanteler les réseaux de trafiquants de migrants. Le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal menace encore d'aller en grève les 30 et 31 août prochains. Seulement cette fois-ci, ce mouvement d'humeur va se faire dans la division. Pour cause, l'Union des routiers du Sénégal envisage de boycotter cette grève. C'est un reportage d'Abdoulaye Wanyonga. Pour non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal, le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal menace d'aller en grève les 30 et 31 août prochains. Les transporteurs ne comptent pas lâcher du lest. Ils veulent mettre la pression sur les autorités étatiques pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Nous avons demandé beaucoup d'audience au niveau des autorités. Nous avons écrit beaucoup de lettres. Nous avons écrit beaucoup de doléances. Mais rien n'a été satisfait depuis. Cette fois-ci, l'Union des routiers du Sénégal dirigée par Gora Houma ne fera pas partie de cette grève. Toutefois, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal, Alassane Ndoye, reste optimiste de voir le mot d'ordre de grève respecté par les transporteurs. Nous prions que notre mouvement soit respecté et qu'il réussisse. Depuis l'ouverture de la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine, les transporteurs sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Une situation dénoncée par ces derniers. Ils exigent de l'État des solutions. On ne croit plus aux promesses des autorités, raison pour laquelle nous campons sur notre position. On ne peut plus reculer. Le syndicat national des transporteurs routiers du Sénégal avait eu à tenir une grève de 2 jours les 17 et 18 août dernier. Les transporteurs comptent remettre ça les 30 et 31 août prochains.
Si pour certains, le Haut Conseil des collectivités territoriales n'a pas sa raison d'être, pour les démocrates, réformateurs et seuls, c'est tout à fait le contraire pour Diagne Fada et compagnie. La démocratie exige qu'après la victoire du oui, que les partis acceptent d'aller aux élections. Ils ont profité d'un point de presse pour revenir également sur l'affaire Ousmane Sonko, affaire qu'ils considèrent sans rendement pour l'État du Sénégal. Ababakar Sadir Top. Les démocrates réformateurs ISL vont participer aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales. Le président du parti, Modou Diagne Fada, fait savoir qu'en défaut de récépissé, LDR-ISL va partir en coalition. Nous avons pu nous présenter sur 33 départements du Sénégal. Ce n'était pas facile parce que, comme vous le savez, pour être candidat, il faut être conseiller. Pour être candidat dans un département aussi, il faut boucler la liste des candidats. Pour pouvoir se présenter dans un département, il faut pouvoir déposer une liste complète. Ce que nous avons réussi dans 33 départements, ce qui reste une prouesse. Pour un parti qui vient de naître, pour un parti qui vient d'être créé, pour un parti aussi qui n'a pas encore son récépissé. Concernant l'affaire Ousmane Sonko, les démocrates réformateurs sont catégoriques. Pour eux, c'est l'État du Sénégal qui y laissera ses plumes. Je crois qu'il faut encourager les hauts fonctionnaires à faire de la politique. Et ce qui arrive un peu à Ousmane Sonko, comme on dit, n'encourage pas du tout les hauts fonctionnaires à faire de la politique. Il faut laisser tomber cette histoire de Sonko-là, remettre Sonko dans ses droits, le laisser poursuivre son travail et le laisser aussi poursuivre son combat politique tout simplement. En tout cas, nous, c'est notre position et je ne pense pas que le gouvernement gagne d'ailleurs dans cette opération-là. C'est une opération au bout de laquelle c'est le gouvernement qui risque d'y laisser des plumes. En prélude aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales, Diagne Fada et compagnie remobilisent les troupes. Ils ont profité de cette conférence de presse pour aussi apporter leur soutien à Aïda Diong. Le secrétariat national chargé des femmes du PDS s'est réuni ce mercredi pour analyser la situation politique du pays. Ces femmes demandent à l'État du Sénégal et également à la justice de rétablir Aïda Diong dans ses droits. Plus de détails avec Adja Onteja. Regroupés avec des banderoles au sein de la permanence du Parti démocratique sénégalais, les femmes du PDS, en compagnie du secrétaire national chargé des femmes du PDS, déplorent la situation politique nationale. Après analyse de la situation politique nationale, constate les violations flagrantes du droit pénal, l'instrumentalisation de la justice, l'acharnement du régime de Macky Sall sur la personne de leur sœur Adja Aïssatou Ndiong dite Aïda, dénonce le fait que la justice soit devenue le bras armé politique du régime, le non-respect des articles 31 du Code pénal, l'attitude de la Cour suprême qui a outrepassé ses pouvoirs pour s'ériger en juge de fond, exige sans condition ni délai l'annulation de cette décision illégale et dangereuse pour notre démocratie. Les camarades de Warissar dénoncent ce qu'elles appellent l'harcèlement à l'égard de Aïda Diong. Elle demande la restitution de ses biens. Nous allons la soutenir jusqu'au bout. Parce que pour nous, c'est injuste de voir une dame comme Aïda Diong qui a travaillé pendant des années et des années et des années. Et un lendemain, elle se trouve avec, avec les mains vides. On lui arrache son argent et ses biens. Là, nous ne l'accepterons pas. Quand nous sommes là, c'est pour avertir, donner un coup au président Macky Sall. Car il ne doit pas se comporter comme ça. Il a dit l'autre jour devant tout le monde que Aïda Diong est ma sœur. Donc, il doit s'adresser à la justice pour que vraiment qu'on remet Aïda Diong dans ses droits. D'ailleurs, elle lance son appel à toutes les autorités de ce pays. Nous allons voir les chefs religieux, nous allons voir les prêtres, nous allons les informer car nous toutes, nous dépendons chacune de nous à une religion. Avant de faire aucune activité, nous irons voir nos chefs religieux pour leur informer de la situation car je crois que normalement ils ne doivent pas être bien informés de ce qui se passe et après les informations, nous allons faire d'autres actions. Les femmes du Parti démocratique sénégalais ont réussi le pari de la mobilisation
Cependant, la question est de savoir, est-ce qu'elles réussiront à convaincre l'État et la justice du Sénégal, à dire le 3 dans l'affaire Aïda Diong. Il y a un an que se tenait le Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation. 11 décisions importantes ont été prises, dont la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Selon le réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal, quelques progrès ont été notés sur le taux de scolarisation. Cependant, il y a de nombreuses contraintes, notamment liées au financement des Fatimlo. Entre 2014 et 2015, de nombreux progrès ont été notés concernant la prise en charge de la petite enfance. Le taux brut de préscolarisation est passé de 16,4% à 16,8%. Le nombre de structures est passé de 2823 à 2993. Toutefois, il reste des défis à relever, surtout concernant le financement. Tout se joue avant 6 ans. Aujourd'hui même, on dit que tout se joue avant 3 ans. Et que les investissements qui sont faits dans le domaine de la petite enfance ont un taux de retour sur investissement le plus important. Or, apparemment, aujourd'hui, on n'a pas encore l'impression que les pouvoirs publics ont pris l'exacte mesure de la situation et évidemment les actions correctives, idoines et urgentes par rapport à cette situation. Au Sénégal, de nombreuses crèches voient le jour. Selon le RENADPE, Réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal, faudrait régulariser le système, mais aussi mieux former le personnel dans les structures communautaires. Ce personnel reste sans qualification adéquate. Il s'agit donc, en s'orientant vers un curriculum ou à tout le moins un programme qui pourrait s'adapter à leur niveau académique pour qu'on puisse améliorer la qualité au niveau de ces structures communautaires. Il n'est pas question que chacun se lève un beau jour, ouvre une crèche et y mette des enfants sans que nous puissions savoir dans quelles conditions se trouvent ces enfants-là. Et il est important, dans la mesure où dans ces crèches, vous avez des enfants de moins de 3 ans qui sont extrêmement vulnérables. Les 3 premières années de la vie sont primordiales pour le développement de l'intelligence de l'enfant. Le RENADPE préconise un investissement sur la prise en charge de la petite enfance, car, comme le disait Eggman, chaque dollar investi sur l'enfant avant 2 ans apporte 7 $ à l'État. Plus de 500 enfants ont été retirés des rues depuis le lancement de l'opération de retrait par le gouvernement du Sénégal. Déclaration du représentant du ministre de la Femme et de la Famille. Sidi Gaye souligne que les autorités sont en train d'accompagner les Dara pour la réussite de ce programme. Il présidait ce matin une cérémonie de remise de dons au centre Guindi. Nous l'écoutons au micro d'Andé Aram Touré. À ce jour, nous avons retiré beaucoup d'enfants. Peut-être 576, les statistiques sont disponibles, de la rue, dont des filles et des garçons. Nous sommes en train également de les accompagner dans la réinsertion, mais également de favoriser le retour de ces enfants ou de ces daras dans leur localité d'origine. Nous avons aussi un programme d'accompagnement pour accompagner les maîtres d'arrêt en ce qui concerne le retour. Je vous invite à une visite guidée dans les rues de Dakar et vous percevez aisément que la situation a beaucoup changé. Que le phénomène aujourd'hui est en train d'être plus ou moins maîtrisé et qu'il y a peu d'enfants dans la rue. C'est bien que le combat, ce n'est pas un combat d'une journée. Nous mettrons autant de temps qu'il faut pour que ce phénomène disparaisse complètement. Nous avons une planification de tout le mécanisme, la durabilité dans le temps, donc il y a beaucoup d'efforts à consentir, mais déjà les efforts sont couronnés de succès parce que le phénomène a plus ou moins régressé. Terrorisme, cybercriminalité, voilà des problèmes qui hantent le sommeil des internautes. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour arnaquer les utilisateurs. Une situation qui interpelle les ingénieurs informatiques. Ces derniers mettent en avant la protection des données. Plus de détails avec Ibrahim Fall. L'Internet, un couteau à double tranchant. Malgré ses opportunités et sa commodité, cet outil informatique présente des dangers certains. Aujourd'hui, des personnes mal intentionnées utilisent ces moyens de communication pour commettre leurs forfaits, ce qui préoccupe les ingénieurs de l'informatique. La mission, c'est de créer des cadres d'échange entre experts militaires, civils, décideurs IT et autres
pour réfléchir et apporter des solutions aux problématiques de cybermenaces qui pèsent sur les systèmes d'information des entreprises africaines et sénégalaises plus particulièrement. C'est ce qui fait que les systèmes marchent au niveau des entreprises. C'est ce qui garantit la disponibilité, le bon fonctionnement des systèmes d'information qui aujourd'hui stockent le patrimoine informationnel des entreprises. Donc vraiment, ces hommes et des femmes méritent d'être récompensés. Des IT managers vont être primés pour encourager la protection des données personnelles à travers un concours. Actuellement, on est en train de discuter, de négocier avec des partenaires étrangers qui sont leaders dans le domaine de la cybersécurité. Et là, c'est lauréats, il y en aura parmi qui vont être, qu'on va amener en Europe ou en France pour faire des formations certifiantes, avec prise en charge totale. Et en plus de cela, nous allons faire leur promotion au Sénégal, à l'international, surtout à travers le Security Day et à travers aussi le Forum international de cybersécurité qui aura en janvier à Lille, en France. Dans un monde de plus en plus menacé, il serait important de rehausser le niveau de protection des patrimoines informationnels, ce que semblent comprendre les ingénieurs de l'informatique, afin de barrer la route aux personnes mal intentionnées. Permettre aux clients d'accéder plus facilement au financement, tel est l'objectif du Fonds d'impulsion de la microfinance. À cet effet, un atelier de partage organisé ce jeudi a servi de cadre aux initiateurs pour parler de la stratégie d'intervention 2015-2020 du Fonds. L'idée est d'offrir aux clients des produits et services financiers adaptés à leurs besoins pour l'atteinte des objectifs. Aïssatou Dioptal. Il s'agit dans sa stratégie d'intervention 2015-2020 de permettre au système financier décentralisé d'offrir des produits et services financiers et non financiers adaptés. Ceci afin d'améliorer leur accès au financement, leur conduite de vie et d'assurer leur autonomisation économique. Sur les 12 milliards, 800 millions ont été déjà financés entre 2015 et 2016. Les ressources sont encore insuffisantes, mais nous espérons qu'avec les partenaires invités, nous aurons suffisamment de ressources encore pour accompagner les SFD. Les cibles, ce sont les institutions de microfinance, ce qu'on appelle les systèmes financiers décentralisés. Toutes les institutions. L'objectif du Fonds d'impulsion de la microfinance est de favoriser les populations vulnérables aux services financiers de proximité de taille petite ou moyenne. Après diagnostic de 36 institutions, le fonds compte à son actif 20 SFD qu'il appuie. 207 dirigeants et personnels techniques ont été formés dans divers modules en vue d'améliorer leurs performances et les rendre opérationnels. La conduite des activités se fera avec une approche participative autour de communication retenue. Le fonds impulsif de la microfinance se penchera sur les contenus et sollicitera la contribution des partenaires. Le cas d'école du CORED s'est penché sur la lancinante question du perdium, cette somme remise aux journalistes pour leur rembourser leurs frais de déplacement. Les professionnels des médias sont formels. Le journaliste ne doit en aucun cas accepter cet argent. Selon eux, la sensibilisation de tous les acteurs est nécessaire en attendant l'adoption du code de la presse. Pape Ousmane Sissé. C'est sans doute la partie la plus sombre dans la pratique journalistique, cette question des perdiums ou remboursement de frais de transport, vivement décriée par ces professionnels des médias. Ils sont formels, le journaliste ne doit en aucun cas accepter cet argent. Si ce monsieur-là qui a donné 200 000, 150 000 ou tel autre 150 000, écoutez, je crois qu'il sera difficile aux journalistes de lui refuser une autre fois que le papier aille dans le sens que lui souhaite. Au banc des accusés, les jeunes reporters qui sont le plus souvent exposés à ce phénomène, mais pour d'autres, le mal est beaucoup plus profond. Les patrons de presse, les rédacteurs en chef, ceux qui valident les articles avant publication, eux aussi, moi j'en connais beaucoup de rédacteurs en chef qui m'ont appelé pour de l'argent. Les articles qui sont déjà vendus sur le dos du reporter aussi, ça existe dans les rédactions. Parfois, quand on envoie le reporter sur le terrain, on l'envoie sur un terrain totalement miné parce que de toute façon,
façon, on a déjà reçu son enveloppe et on a négocié sur le dos du reporter. La sensibilisation de tous les acteurs à tous les niveaux s'impose pour stopper ce mal. Il y a un travail à faire par le CORED au niveau des rédactions pour sensibiliser les rédacteurs en chef, les patrons de presse. Ce cas d'école organisé par le CORED aura permis à ces acteurs de faire un plaidoyer fort à l'endroit de l'État pour l'adoption du code de la presse afin d'arriver à assainir ce milieu et mettre les journalistes dans les conditions optimales de vie et de travail. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. À 21h, retrouvez en direct Sambou Biagui dans Débrief. Très bonne suite des programmes sur la DTV. Débrief ci seen télévision DTV alxames 21h jàpp 22h ngeen ci ànd ak Sambou Biagui alxames bii Sambou Biagui ak ay ganam di def bilan Jeux olympiques yu 2016 yi ginnaaw état bu Sénégal bi génne 800 millions francs CFA ci ñaar fukki athlète ak ñaar ñu dem ba ñëw indiwun benn médaille lu waral lu ni mel waaye dëgg-dëgg ana kan moo ci am responsabilité lépp daañu ko bokkandoo faram fàcce jàngat ko ci seen émission débrief alxames bi 21h jàpp 22h man ngeen bokk ci émission bi bu ngeen wootee ci 88 628 08 80 88 628 08 80 débrief ak Sambou Biagui alxames bi bilan Jeux olympiques yi participation au Sénégal bu ko kenn wuute. ñu ngi am mbégte di dikk ak yéen ci seen émission les pendant l'automobile sur DTV. man ci machine gaal laay liggéey machine vedette yi hors bord la dafa am hors bord am inboard mooy yi nga xam ne day jël moteur bateau yi comme machine camion yi mais ñun hors bord la ñuy def mooy yi nga xam ne dañ koy génnee. oto ni muy amee équipement de sécurité. noonu la ko gaal war a amee. noonu la ko gaal war a amee gaal sax moo war a ëpp ndaxte gaal aussi li muy jël quelquefois ci nit dafay bari donc te li muy jël ci essence oto sax du ko jël ci essence parce que dina jël des fois lu mat ay 800 litres essence mooy gaal yi dem marée. di jël ay ñaari 60 war a daw ay kilomètres di jóge fii di dem ba ay Guinée jóge fii dem ba ay Conakry dañuy dem ba ay Freetown. matuwaay yi nga xamante ne moom la oto yi di am ñoom ñoo war a sax ëppale gilet de sauvetage yi aussi war nañ ko jël di ko respecté parce que bëri na événement yu bëree bëri yuy am ay mort di ci am ñàkk gilet de sauvetage ci la bokk. yaakaar naa nit bu fekkee yaa ngi juddoo ci càmm nga mag ci càmm bi nga toll fi nga toll bi nga am ay njaboot boo njaboot yi mën a sàmm yaakaar naa boo toogee ci ministre élevage wóor na la wóor yàlla kii ban doole la ci am de cawar ci am ak la biiram ak woyofam donc moo ko yóbbu foofu est-ce que loolu moo tax càmm Sénégal dox. waaw mais loolu dara la ci lu ko war a mën a doxal. exact li ko war a doxal ñi ko moom ak ñi ko bëgg ñu seet kii lii rek mooy dundam lii la bëgg ñu samp kooku foofu fekkee nag waxum pour ñu may ko déedéet yaa ngi commencé def dara yaa ngi bëgg def projet bi nga xam ne rentabilité la te projet bi nga xam ne bii boo ko defee Sénégal dans 5 à 6 ans ñu bari dañu bëgg a toppandoo projet boobu ñii rek ñoo mën a sens sàmm n'est pas question ci télé bi jur bi bari yàpp yomb meew yomb.